Dans le silence nocturne, alors que la lune, tel un œil froid et éteint, observait la terre depuis les hauteurs célestes, je l'ai découverte. Une vieille boîte en bois délabrée, à moitié enfouie au bord de la forêt, à seulement quelques centaines de pas de ma maison. C'est alors, à cet instant précis, que ma vie, semblable à l'air vicié d'une cave abandonnée, se remplit de pourriture et d'une sinistre prémonition. Avant cette nuit, je me croyais un homme éloigné des superstitions. Je travaillais à la bibliothèque municipale, où régnait le calme et la tranquillité, et j'adorais l'odeur des vieux livres, le bruissement de leurs pages usées. J'étais un rationaliste, un sceptique, ne croyant qu'en la science et la logique. Mais cette boîte, elle a tout bouleversé. C'était la fin de l'automne, un vent glacial traversait jusqu'aux os, tels des doigts glacés. Les feuilles, telles des âmes de défunts, tourbillonnaient dans une danse frénétique, bruissant sous mes pas, annonçant un long et froid hiver. Je rentrais chez moi après le travail, lorsque j'ai aperçu quelque chose d'étrange au bord de la route. Le regard s'est arrêté sur une motte de terre, visiblement fraîche, qui tranchait nettement sur l'herbe automnale fanée. La curiosité, familière à tous ceux qui ont observé un chat au moins une fois, a pris le dessus. J'ai ralenti, et après avoir garé la voiture, je me suis dirigé vers cet endroit étrange. En m'approchant, j'ai écarté les feuilles mortes, et un spectacle m'a coupé le souffle, une boîte en bois, enterrée peu profondément. Les planches qui la composaient, par endroits, pourrissaient, rongées par le temps et l'humidité. Des fissures, telles des rides, sillonnaient la surface, comme si la terre et le temps eux-mêmes tentaient de la détruire, mais en vain. Sur le couvercle, voilé d'une brume grise, des lettres délavées formaient une mise en garde, ne pas ouvrir, ne pas ouvrir. Une pulsion étrange, presque animale, m'a poussé à enfreindre cette interdiction. J'ai d'abord tenté de l'ouvrir avec mes mains, mais les planches étaient solidement liées, comme pour sceller un secret. Alors, me souvenant qu'une petite trousse à outils était toujours dans le coffre, j'ai couru vers la voiture. Après avoir trouvé une petite pelle, je forçai avec difficulté le couvercle. Le craquement du bois, mêlé à l'odeur âcre de l'humidité, emplit l'air du soir, annonçant quelque chose d'inhabituel. À l'intérieur reposait quelque chose qui, encore aujourd'hui, est la cause de mes cauchemars nocturnes. Un fin parchemin desséché, plié plusieurs fois, et une photographie. Une vieille photographie en noir et blanc, délavée et jaunie par le temps, comme si elle avait vécu des dizaines d'années. On y voyait 3 personnes, un homme, une femme et une jeune fille. Ils souriaient, mais dans leurs yeux semblait figer une tristesse d'outre-tombe, une mélancolie inexprimable. Derrière eux, au fond du cliché, on pouvait à peine apercevoir une vieille maison. Une maison que, il me sembla, j'avais déjà vue quelque part. Une prémonition angoissante me serra le cœur. D'une main tremblante, je dépliai le parchemin. Le texte était rédigé en français, dans une écriture étrange et archaïque, comme venue des profondeurs des âges. Je comprenais, bien sûr, quelques mots, mais la plupart me semblaient inconnus, mystérieux, autant de clés vers des secrets insoupçonnés. J'avais passé la nuit à tenter de déchiffrer ces notes énigmatiques. Le froid me mordait jusqu'aux os et mes yeux se fermaient sous la fatigue. Et puis, lorsque les premiers rayons de l'aube effleurèrent timidement l'horizon, je réalisai que j'étais tombé dans une histoire dont je ne pourrais probablement plus jamais sortir. Devant moi, sur le vieux parchemin, se déroulait l'histoire d'une famille qui avait autrefois habité cette même demeure, celle que l'on voyait sur une vieille photographie jaunie. Cette maison, affirmait le manuscrit, était maudite. La famille, qui l'avait habitée il y a de nombreuses années, avait conclu un marché avec une certaine entité inconnue, qui résidait dans une forêt sombre jouxtant leurs terres. En échange de la richesse et de la prospérité, ils s'étaient engagés à lui sacrifier quelque chose. Le sort exact de la victime restait obscur, mais les mots chair, âme et sang revenaient sans cesse dans le texte, tel un écho sinistre d'un passé révolu. Un frisson glacial me parcourut l'échine. Tout cela ressemblait à un conte fou, sauvage, une plaisanterie stupide. Mais les photographies, elles ne mentaient pas. Elles capturaient des visages emplis de terreur et des ombres tapies dans les coins des pièces. Et la maison, cette demeure cauchemardesque, me semblait étrangement familière. Le lendemain matin, poussé par une obsession inexplicable, je partis à la recherche de ce lieu maudit. Après plusieurs heures d'errance angoissante dans la forêt sombre, je finis par le trouver. La maison se dressait seule, tel un fantôme du passé, abandonné, enveloppé dans les étreintes tenaces du lierre et de la mousse. Les fenêtres, comme des orbites vides, s'ouvraient sur le vide, et les portes, penchées,
semblait inviter à pénétrer dans le royaume de l'abandon. Malgré le désert qui l'entourait, ces murs délabrés révélaient encore une grandeur passée, des échos d'époques révolues. Je franchis le seuil. L'air vicié, imprégné d'une odeur suffocante de moisissure et de pourriture, me frappa instantanément les narines. Les murs, rongés par des fissures, dévoilaient par endroits des briques, tandis que le plâtre s'était effondré, comme la peau d'un vieux corps épuisé. Un silence de mort régnait à l'intérieur, rompu uniquement par le tic-tac sourd d'une vieille horloge, qui, me sembla-t-il, s'était arrêtée sur la même heure à environ 6 heures du soir. Je commençai mon exploration de la maison, m'immergeant dans son atmosphère énigmatique. Chaque pièce gardait ses propres secrets, comme figés dans le temps. Dans le salon, plongé dans la pénombre, se dressait un vieux piano, majestueux, recouvert d'une épaisse couche de poussière, comme oublié de tous. Passant de pièce en pièce, je me retrouvai dans la chambre à coucher. Là, mon attention fut attirée par un immense lit, avec un baldaquin fané, presque transparent, tombant comme un fantôme du passé. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la cave, qui semblait receler les secrets les plus sombres de la maison. La lourde porte en chêne menant à la cave était fermée par un cadenas rouillé et usé. Avec difficulté, en grinçant des dents, je suis parvenu à le forcer, sentant une appréhension grandir en moi. En descendant, j'ai immédiatement ressenti une odeur âcre et pénétrante d'humidité, qui semblait engloutir tous les autres parfums, envahissant mes narines. L'obscurité la plus totale régnait dans la cave, amplifiée par une sensation de froid glacial qui s'infiltrait jusqu'aux os. Sur les murs, faits de pierres brutes, des traces sombres de suie témoignaient d'époques révolues. Dans un coin de la pièce, une vieille table en chêne se dressait, comme le gardien de sinistres mystères. À sa surface, recouverte d'une couche de poussière, étaient disposés d'étranges instruments, des couteaux affûtés, de petites scies, des pinces recourbées. Je n'ai pu m'empêcher de fixer cette effroyable collection, puis j'ai remarqué un autre parchemin. Il gisait là, à côté, un peu plus petit que le précédent, mais l'écriture m'était douloureusement familière. Les mots, tracés avec la même police anguleuse, presque hideuse, relataient une cérémonie glaciale que la famille devait organiser pour apaiser une certaine créature. Le sacrifice était accompli lors de la pleine lune. Et, d'après tout ce que j'avais vu, la jeune fille sur la photographie devait être la dernière, la 13e victime. L'horreur me transperça. Une peur glaciale paralysa mon corps, m'empêchant de bouger. La réalité autour de moi se déformait, comme un jeu d'ombre et de lumière dans un miroir déformant. Les frontières entre le rêve et la réalité s'effaçaient, se transformant en un mirage instable. Je sentais une présence, invisible, mais palpable, comme un regard pesant, oppressant, venu des ténèbres. Je sentais sur moi un regard perçant, comme s'il me transperçait des ténèbres. Sorti en trombe de la maison, je courais à perdre haleine, comme si le diable lui-même était à mes trousses. Mais la peur ne me quittait pas, s'incrustant dans mon âme. Je prenais clairement conscience que quelque chose avait changé. Quelque chose avait fait irruption dans ma vie, s'installant dans les profondeurs de ma conscience. Des rêves étranges me hantaient, un murmure parvenait de l'obscurité. Chaque nuit, je voyais cette maison, cette cave, cette fille. Elle m'appelait, implorait mon aide. Et à chaque réveil, je sentais l'obscurité s'approcher de moi, toujours plus près. J'essayais d'oublier tout cela, de l'effacer de ma mémoire. Retourner à mon ancienne vie? Hors de question. Les souvenirs de la boîte, des anciens parchemins et de cette demeure sinistre me tourmentaient, jour et nuit. Je ressentais un besoin urgent d'agir. J'étais irrésistiblement attiré par la résolution de ce mystère. Je devais connaître la vérité, quoi qu'il en coûtât. Rassemblant mon courage, je retournai dans la poussiéreuse bibliothèque, où je commençai une recherche minutieuse d'informations sur cette maison funeste et ses anciens habitants. En feuilletant des pages jaunies, je tombai sur de vieilles coupures de journaux, où apparaissaient des mentions de disparitions mystérieuses survenues dans les environs. Tous les fils, comme poussés par une volonté maléfique, menaient à cette même maison et à la famille qui y avait autrefois vécu. J'appris que cette famille avait disparu sans laisser de traces il y a de nombreuses années, environ 20 ans, pour être précis. Personne ne savait ce qui leur était arrivé. Leur disparition était enveloppée d'un voile de mystère glaçant. Mais des rumeurs murmuraient beaucoup, colportaient toutes sortes d'histoires. Les unes plus terrifiantes que les autres. On parlait d'une ancienne malédiction, d'un terrible pacte diabolique conclu il y a longtemps. Des racontars encore plus effrayants parvenaient à nos oreilles,
évoquant de mystérieuses disparitions de quelque chose. À cet instant précis, une nouvelle découverte, glaçante, me saisit. Dans l'un de ces livres poussiéreux, je trouvais un article décrivant qu'à l'emplacement de cette vieille maison se trouvait autrefois un temple païen, où étaient pratiqués d'horribles sacrifices humains. Et que la créature qu'ils adoraient n'était pas humaine. Alors je compris à quel point je m'étais trompé toutes ces années. Je croyais avoir affaire à une vieille légende oubliée, une légende enveloppée d'un voile de mystère. Mais la réalité s'est révélée bien plus effrayante. Tout s'est déroulé exactement comme me le soufflait mon cœur inquiet. Et cette réalité s'est avérée bien plus sombre que je n'aurais pu l'imaginer. Je devais retourner dans cette maison, vers laquelle j'étais irrésistiblement attiré. Il fallait que je découvre ce qui s'était réellement passé, que je perce à jour la vérité. Et je devais sauver une jeune fille. Alors que la lune, immense et pleine, planait au-dessus de la forêt, tel un témoin sinistre, je me tenais à nouveau devant la maison. Cette fois, étrangement, je n'éprouvais presque plus de peur. Ou du moins, elle n'était pas aussi envahissante qu'avant. J'étais prêt à affronter l'inconnu, prêt à relever le défi. Je fis un pas en avant, résolu, vers la porte. Prenant mon courage à deux mains, je m'aventurai à l'intérieur, serrant une lampe de poche dans ma main tremblante, tandis que mon autre main ajustait machinalement le couteau dans ma poche. La maison m'accueillit avec un silence de mort et une obscurité dense, où semblaient se cacher des secrets séculaires. Je progressais lentement à travers les pièces, jetant un regard dans chaque coin sombre. Quand je descendis finalement dans le sous-sol humide et froid, mon cœur se serra dans une étreinte glaciale, envahi par l'horreur. Le sous-sol était rempli de mystères et de pressentiments. Les ombres, dansant dans les coins, dessinaient des figures étranges et menaçantes, comme pour se moquer de mon audace. L'odeur de moisi, nauséabonde et suffocante, s'intensifiait des dizaines de fois, se mêlant à la puanteur répugnante de la pourriture et, semblait-il, du sang récent. Et le temps lui-même semblait s'être arrêté lorsque, tremblant, je fixai la vieille table grossièrement assemblée. Sur la table, gisait une jeune femme, terriblement familière, comme sur une vieille photographie. Immobile, pareille à une statue de marbre, pâle, les yeux grands ouverts, figée dans un cri muet. Son visage était déformé par une grimace atroce, empreinte d'une horreur insoutenable. Autour d'elle, comme des prédateurs cruels, étaient dispersés des instruments ensanglantés. Mais quelque chose clochait, quelque chose, dans tout cela, suscitait en moi une étrange et lourde prémonition. Quelque chose n'allait pas. Je fis un pas en avant, m'approchant d'elle. Et alors, finalement, je compris. Elle était morte. Un corps inerte, dans une pose contre nature, telle une poupée abandonnée au sol. Mais à côté, dans une ombre profonde, se cachait quelque chose. Une créature grande, incroyablement maigre, dont les longs bras osseux pendaient presque jusqu'à terre. Sa peau était d'une pâleur cadavérique, comme privée de soleil. Et les yeux, ils brûlaient dans l'obscurité totale, tels deux charbons ardents. C'est alors que j'ai compris que cette créature, c'était moi. À cet instant précis, tout s'est mis en place. Durant toutes ces longues années, je n'avais pas été un simple observateur. Je n'avais pas été seulement témoin de cette histoire, j'en étais une partie, le joueur le plus actif. J'avais conclu cet accord, sans savoir ce qu'il engendrerait. J'avais offert des sacrifices, exécutant les termes du contrat sans en comprendre la véritable signification. J'étais celui qui avait trouvé refuge dans cette vieille demeure, dans sa cave humide, pire encore, dans le corps de cette jeune fille. Je baissai les yeux sur mes mains. Elles étaient couvertes de sang, collants et chauds, jusqu'aux coudes. Mes vêtements, autrefois chers, étaient déchirés et souillés de boue et de quelque chose de plus effroyable encore. Un désespoir glacial me saisit et je me sentis plus misérable que jamais. La créature, le fruit de mes actions, s'avança vers moi, ses yeux semblant me transpercer. Ils débordaient d'une ancienne et indicible malice. Et alors, dans ses yeux abyssaux, je vis un reflet. Le reflet de ce que j'avais fait. Le reflet dans le miroir présentait un spectacle horrible, un visage déformé par une grimace de peur et de folie. Et en cet instant précis, en le regardant, je pris conscience d'une terrible vérité. Pendant tout le temps qu'avait duré ce cauchemar, je n'étais pas moi-même. J'étais lui, cette créature qui me regardait depuis le miroir. Pris de terreur, de désespoir et de la réalisation de cet effroyable subterfuge, je criai. Mais mon cri, qui s'échappa de ma poitrine, se perdit instantanément dans le silence de mort qui flottait dans l'air.
La créature du miroir s'approcha lentement de moi, ses doigts glacés effleurèrent mon visage. À ce moment précis, je sentis mon âme, comme un oiseau effrayé, quitter son enveloppe corporelle. Je vis la créature en face de moi commencer à se transformer, son essence répugnante se régénérant, prenant mon apparence. Je regardais, impuissant, comme elle devenait lentement, moi. Lorsque la conscience revint, je gisais sur un sol froid de pierre. Mon corps, étranger, était transpercé par une glace mordante. Je tentais de bouger, mais en vain. Des liens invisibles semblaient m'avoir entravé, et je sentais que l'on me manipulait. Une volonté étrangère bouillonnait au plus profond de moi, cherchant à s'échapper. L'être qui, à présent, était moi, se releva du sol avec une aisance déconcertante. Il s'approcha d'une jeune fille, et ses longs doigts effilés effleurèrent son visage. Dans ses yeux, autrefois les miens, dansait une satisfaction étrange, glaçante. Je sentais cela, j'étais cet être. J'étais une part de ce cauchemar. J'étais une part de la malédiction, un maillon vivant de celle-ci. Soudain, tel un coup de tonnerre, une intuition me transperça. Pendant tout ce temps, depuis le début, je croyais chercher la vérité, tenter d'arracher la jeune fille aux griffes d'un mal inconnu. Je me trompais. Tout ce qui se passait, chacun de mes pas, n'était qu'une partie d'un plan monstrueux. Un plan, qui se dissimulait dans une vieille boîte assombrie. Cette même boîte que j'avais trouvée dans un grenier poussiéreux et oublié. Et alors, à cet instant précis de la révélation, je me souvins. Je me souvins clairement de ma première rencontre avec un homme. Il était étrange, vaguement familier, enveloppé d'une brume invisible de mystère. C'est lui qui m'avait parlé de la boîte, de l'antique malédiction, de ce qui était caché en elle, bien plus que je n'aurais pu l'imaginer. Il parlait d'un abîme prêt à tout engloutir. Il m'a ordonné de trouver cette boîte. Il m'a dit de l'ouvrir. Et à cet instant précis, la vérité m'a frappé de plein fouet, un effroi glacial s'est emparé de moi. Ce n'est pas moi qui avais trouvé cette boîte. On me l'avait tendue, comme un piège. Je n'étais qu'une marionnette, un instrument docile entre les mains d'une force inconnue. Un simple outil, rien de plus. Une larme froide et amère a coulé sur ma joue, sur la joue de cette créature, sur la mienne, sur la sienne, sur la mienne. La créature s'est lentement tournée vers moi, vers lui-même, vers lui-même, vers lui-même. Et, étirant ses lèvres en une rictus moqueur, il eut un sourire satisfait. Ce sourire me glaça le sang, d'une froideur absolue. C'était le sourire d'un vainqueur, conscient de sa suprématie. La créature s'approcha de la table, saisit l'un des couteaux qui y étaient posés et se retourna lentement vers moi. Vers lui-même. Vers sa propre personne. Et à ce moment précis, je compris que la boîte n'était pas un objet inoffensif. C'était un piège mortel. Un piège pour quiconque oserait l'ouvrir. Un vide béant se manifestait à l'intérieur de la boîte. Il n'y avait absolument rien. C'est ainsi qu'elle opérait. Le vide attendait, tapi dans l'obscurité, guettant le moment où on le découvrirait. Il murmurait dans le silence nocturne, de voix ensorcelantes, promettant secret et pouvoir. Le vide tirait sur des fils invisibles, incitant les gens à se révéler eux-mêmes, à ouvrir de plein gré les portes de l'inconnu. C'est ainsi qu'il grandissait, dévorant tout sur son passage, telle une monstrueuse tumeur cancéreuse. C'est ainsi qu'elle nous transformait, nous rendant anciens. C'est ainsi que je suis devenu, l'un d'eux, une part de cette obscurité insondable et absorbante. Et la dernière pensée, comme un poignard glacé, transperça mon esprit, me faisant frissonner d'horreur. Maintenant, tout recommencera. Une nouvelle personne, un autre sceau, trouvera inévitablement cette boîte maudite. L'histoire recommencera, se déroulant selon le même scénario cauchemardesque que des dizaines, des centaines de fois auparavant. Et voilà, la boîte attend patiemment. Car maintenant, après de longues errances dans les labyrinthes du doute, j'ai percé la vérité. À l'intérieur de cette boîte, un vide béant. Et moi, tel un écho, je réponds à ce vide. Je suis cette boîte silencieuse.